Alors bonjour à tous, en ma qualité de président de l'RPME, je suis ravi de vous accueillir à ce deuxième webinaire de notre association. Alors, comme je vous l'avais dit, outre les webinaires qui sont proposés par nos différents groupes thématiques, je vous en avais annoncé d'autres à vocation plus méthodologique. Ce sera le cas aujourd'hui. Alors, ce webinaire nous est aujourd'hui proposé par Marcus Desjardins, professeur aux universités de Namur et de Louvain, et je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Ce webinaire portera sur les défis auxquels sont confrontés les chercheurs qui font des recherches sur la performance des entreprises, ce qui est le cas pour nombre d'entre nous. Ce webinaire va évoquer les mesures de la performance, mais aussi les différentes sources de données, ainsi que les techniques qui peuvent être utilisées pour garantir la robustesse de ces données. D'autres webinaires vous sont proposés dans les mois à venir, d'autres webinaires RPME, et ceux-ci seront à destination des chercheurs, des doctorants et de notre communauté au sens large. Nous allons évidemment vous en tenir au courant, et ces deux premiers webinaires ne sont que le début d'une longue série de différentes autres interventions. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous et un excellent webinaire. Merci Marcus, c'est à toi. Bien, merci Franck. Merci Franck pour cette introduction. Donc, je vais peut-être immédiatement venir sur la présentation. Donc, effectivement, c'est un webinaire consacré à la manière d'aborder la performance entrepreneuriale et en particulier son traitement à travers des études empiriques quantitatives. Et donc, le webinaire, on va le voir, aura pour intention d'engager votre réflexion quant à la manière de mener ce type de recherche, en particulier donc en référence aux données et la correspondance qu'il doit y avoir entre les données et les questions posées. Alors, ce webinaire repose essentiellement sur une contribution que j'ai pu développer avec Josh Sipel du SPRU, de l'Université de Sussex au Royaume-Uni. Et donc, cette contribution va paraître comme un chapitre dans un ouvrage coordonné par Mark Cowling et George Saridakis. La publication est normalement prévue pour ce mois-ci, ce mois de juin. Néanmoins, donc, vous avez déjà un accès direct à la version des auteurs, à l'adresse que j'ai reprise ici en bas d'écran. Il s'agit en fait de mon adresse sur le site REPEC, Research Papers in Economics. C'est ma page personnelle, mais vous y trouverez en fait cette version d'auteur de ce chapitre apparaître. Alors peut-être vous dire un mot, j'en profite un peu ici, mais vous dire un mot sur REPEC. Il s'agit d'une base de données décentralisée de papiers publiés dans différents centres de recherche à travers le monde. Initialement, REPEC recueillait essentiellement des papiers d'ordre économique. Maintenant, c'est fort largement élargi aussi, notamment aux centres de recherche localisant leur contribution en sciences de gestion. Et sur REPEC est greffé un dispositif New Economics Papers, qui est en fait une lettre d'information spécialisée. New Economics Papers, c'est le générique, mais vous avez une lettre d'information spécialisée sur l'entrepreneuriat que j'édite. Et donc, vous avez aussi l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran, donc neprepec.org, nepn.html. Et à cette adresse, vous pouvez vous inscrire pour recevoir donc à peu près une fois par semaine un email. Alors, je pense qu'il reste intéressant, malgré tous les développements et notamment la possibilité par Google de spécifier une recherche récurrente sur le web. Une fois par semaine, vous recevrez les liens vers des working papers. Il ne s'agit pas d'articles, donc il s'agit bien de working papers, de discussion papers, de travaux en cours d'auteurs répartis aussi à l'image de REPEC à travers le monde. Et je pense que ça peut être une source intéressante
en particulier donc, pour les personnes actives en recherche et qui, en particulier, sont au début de leur recherche, comme bien après d'ailleurs. Voilà, donc ceci pour information simplement. Alors, les objectifs généraux de ce webinaire, donc, il s'agit donc d'éveiller à quelques questions fondamentales relatives à la recherche empirique quantitative. Il s'agit aussi donc de penser la recherche en entrepreneuriat, de se donner les moyens d'être ambitieux en recherche, autrement dit, d'être attentif à des questions importantes qui se posent en matière de recherche quantitative en entrepreneuriat, en particulier donc la recherche quantitative en entrepreneuriat ayant pour objet la performance de l'entreprise. Il s'agit d'être ambitieux et notamment donc de pouvoir se donner les moyens de publier dans d'excellentes revues et donc d'être attentif à des questions récurrentes que peuvent poser les arbitres de ces revues. Le plan pour ce webinaire, donc l'intention, donc Franck en a déjà dit un mot, j'en ai dit un mot à l'instant. L'intention apparaît encore maintenant à l'écran. Donc, il s'agit de fournir un aperçu succinct des défis importants auxquels sont confrontés les chercheurs en entrepreneuriat, menant des recherches quantitatives sur la performance de la firme, ainsi qu'un aperçu des différentes sources de données qui peuvent être utilisées et de certaines techniques qui peuvent être utilisées pour garantir la fiabilité de ces données. Alors, le plan de l'exposé, je vais d'abord donc prendre un moment pour préciser ce que le webinaire, ce dont le webinaire ne traitera pas. Ensuite, on abordera successivement donc, les types de mesures de la performance, les types de données disponibles, les problèmes potentiels en lien avec ces données, et je conclurai par quelques enjeux supplémentaires. Donc, d'abord, donc, expliquer ce dont on va parler et ce dont on ne veut pas parler dans ce webinaire. On peut d'abord évoquer donc, le fait que l'entrepreneuriat est un domaine de recherche, que si on s'intéresse à ce domaine de recherche, on doit pouvoir aussi assez facilement identifier des sous-domaines, et ils sont nombreux. Et chacun de ces sous-domaines va traiter sa question avec un certain niveau d'observation. Et donc, on peut déjà se demander, quand on découvre une recherche, quelle est l'unité fondamentale d'observation. Et en entrepreneuriat, on doit constater qu'effectivement, un certain nombre de recherches sont développées au niveau de l'individu, d'autres au niveau de l'équipe entrepreneuriale, de l'équipe formant l'entreprise, au niveau de l'entreprise, au niveau de la firme, et par la suite, j'emploierai quasiment indifféremment le mot firme ou le mot entreprise, voire on peut aussi poser la question entrepreneuriale au niveau d'une région, se poser la question du caractère entrepreneurial selon les régions. Est-ce que des régions sont plus entreprenantes que d'autres? Première réflexion, c'est que s'il y a des différents niveaux d'analyse, différents niveaux pour l'unité d'observation, eh bien, il y a aussi différentes questions et différentes données, différents types de données. Quelques exemples. Bien, vous pouvez vous intéresser à l'impact du profil psychologique du créateur sur la performance en termes d'innovation. Ce qui vous amène effectivement à collecter les données qui sont en référence donc, au créateur, à son profil psychologique, à avoir des données sur l'innovation de l'organisation créée. Tout autre exemple, ce serait la survie de l'entreprise. S'intéresser à la survie de l'entreprise. Quand une entreprise est créée, combien de temps survit-elle en contact avec le marché et donc avec la concurrence? Et bien, ce type de question va aussi donc requérir des données d'un type particulier. Donc, par la suite, nous allons donc, dans ce webinaire, développer ce webinaire en référence à la firme. Et donc, nous verrons dans un instant ce dont on ne va pas donc traiter. Comment définit-on la firme? De manière très générale, ici, je cite une définition de Mantisari en 2012. Donc, on va dire que la firme, c'est l'agrégat correspondant à la structure organisationnelle productive plutôt que à la fonction de production.
Bien sûr, si on pose la question de l'organisation, on sait que l'organisation devient de plus en plus floue. Luigi Zingales avait publié un papier en 2000, donc abordant déjà le problème des contours, des limites de la firme aujourd'hui. Pensez à la firme réseau, par exemple. Quelles sont les limites de la firme réseau? Ce dont on ne va pas traiter, c'est donc on traite de la firme, mais non, on ne traite pas du niveau de l'individu, même si celui-ci est un travailleur indépendant. Donc, on ne va pas traiter de la performance attachée à l'individu, la performance attachée à l'activité d'indépendant, qui pourrait être donc les revenus, mais aussi le bien-être individuel. Donc, on ne va pas traiter de ces mesures-là de performance. On ne va pas non plus traiter ici des enjeux liés à l'analyse des données. Donc, on va plutôt associer questions et données, mais l'analyse même des données, et notamment toute la problématique des biais de régression, nous n'allons pas les aborder ici. Le point focal est plutôt donc de s'assurer que les données utilisées sont appropriées pour traiter la question identifiée. Et donc, on va, à différentes reprises, souligner l'importance du design de recherche et du choix de données. La mesure de la performance est le premier point, donc au-delà de ces limites que nous allons traiter, dont nous allons traiter. La mesure de la performance, eh bien, en fait, si on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte qu'effectivement, poser la question de la performance, c'est s'interroger sur le type de performance que l'on souhaite mesurer et que l'on souhaite expliquer. Et il en existe de nombreuses. Peut-être quelques points préalables avant d'aborder les différentes mesures. C'est d'abord donc affirmer les mesures que nous avons l'habitude d'utiliser pour observer les performances peuvent différer de celles qui sont importantes pour d'autres chercheurs. Il y a une diversité d'approches de la performance et on peut même se rendre compte que certaines recherches s'intéressent à une mesure de la performance, mais qui n'intéressent que très très peu l'entrepreneur lui-même. Donc il peut y avoir différentes manières d'aborder l'entreprise. On a des connaissances très partielles de l'entreprise. Là, vous verrez, si vous êtes curieux, et allez voir le papier que nous avons écrit avec Georges Sipel, on fait référence à cette parabole, que l'on peut dire, si on peut dire. Donc, parabole d'origine indienne. Ce sont des hommes aveugles qui découvrent un éléphant. Eh bien, chacun va pouvoir décrire en touchant l'éléphant une partie de l'éléphant. Mais ce ne sera jamais que des descriptions de parties. L'ensemble de l'éléphant leur échappe individuellement encore très largement. C'est l'ensemble aussi de la description des parties qui peut, nous l'espérons, nous donner une idée un peu plus exacte de l'entreprise telle qu'elle est dans sa globalité. Ce que l'on doit aussi mentionner, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la performance de l'entreprise, eh bien, on doit aussi accepter de considérer une forte composante temporelle. Qui dit performance dit généralement donc une mesure sur une période de temps. Ce qui veut dire que si on veut s'intéresser à la performance, on devra sans aucun doute essayer de décrire l'évolution sur une période. Et donc, on est intéressé à une période d'observation plutôt qu'un instantané. Pensez par exemple aux performances dites des gazelles, ces entreprises à forte croissance. Eh bien, les études, notamment des études menées par Code et d'autres chercheurs, montrent que cette croissance n'est pas régulière. Il peut y avoir des moments de pause. Et donc, vous pourriez, par exemple, si vous n'avez collecté que des informations de nature instantanée, vous pourriez avoir des observations relatives à des gazelles qui se reposent sous l'arbre, alors que généralement, on pense qu'une gazelle, elle court à travers les champs. C'est ce qui explique l'analogie avec de l'entreprise à forte croissance avec cette gazelle. Ce qu'on peut aussi mentionner, c'est que toutes ces mesures relatives à la performance, d'une certaine manière, elles sont corrélées, même si cette corrélation n'est pas très forte. Aussi, on fait référence aux travaux de Chandler et ses collègues. On peut aussi dire qu'une entreprise qui est rentable
Donc c'est une mesure de performance. La rentabilité peut aussi ne pas avoir un grand nombre d'emplois. Une entreprise qui est très innovante, c'est aussi une mesure de performance en termes d'innovation, peut ne pas avoir un niveau élevé de vente. Donc, on voit qu'effectivement, ces différentes mesures, même si généralement elles apparaissent corrélées, elles apparaissent faiblement corrélées. Alors, passons en revue ces différentes mesures. Donc, nous avons d'abord l'emploi, la mesure de la performance en termes d'emploi. Cette mesure est probablement la mesure préférée des économistes et des responsables politiques. Les politiques, les responsables politiques en charge des affaires économiques aiment généralement donc comprendre la création d'emplois dans une région. Les économistes aussi, mais les économistes diront aussi très régulièrement que l'emploi ne se décrète pas, que c'est l'activité économique qui va au besoin donc mettre des personnes au travail, et donc cette activité économique va avoir un impact sur l'emploi. Alors, si on s'intéresse à cette mesure de l'emploi, on a développé une littérature sur le séquencement de la croissance, et donc le séquencement de la croissance mesuré en termes d'emploi. Eh bien, on doit ici donc souligner encore une fois que la croissance de l'emploi ne signifie pas forcément croissance des autres paramètres de l'entreprise. Ainsi, on sait que la croissance de l'emploi stimule la croissance des ventes et des bénéfices. Eh bien, on sait aussi que dans les entreprises à forte croissance, la croissance de l'emploi est souvent à la traîne et apparaît comme une des dernières étapes du processus de croissance. Voilà une mesure de la performance qui est assez bien explorée, la mesure de la performance en termes d'emploi. Autre mesure, le chiffre d'affaires, avec tous ses dérivés. C'est une mesure plus usuelle en management. Et là aussi, donc, la littérature en séquencement de la croissance montre que l'évolution du chiffre d'affaires ne correspond pas forcément à l'évolution des autres variables, des autres valeurs de l'entreprise. On sait par exemple que la croissance du chiffre d'affaires suit la croissance de l'emploi, mais là, pour les entreprises à forte croissance, on a plutôt des indications que la croissance du chiffre d'affaires peut précéder la croissance de l'emploi. En disant cela, je ne fais que finalement donner le miroir de ce que je disais à propos de l'emploi. Il y a encore d'autres mesures, le profit, la profitabilité. Le profit, on peut l'associer assez bien à la reconnaissance de l'opportunité entrepreneuriale. C'est parce qu'il y a un déséquilibre sur le marché et une opportunité de profit, une opportunité entrepreneuriale existe, que l'on peut effectivement, en activant cette opportunité, générer du profit. La mesure, si pour l'emploi, on avait des mesures correspondantes faciles à définir, idem donc lorsqu'on s'intéressait donc au chiffre d'affaires, ce sont des mesures qui sont assez régulièrement citées et dont on n'a pas trop de problème à se donner une mesure. En ce qui concerne le profit, la profitabilité, on ira chercher les comptes de l'entreprise. On peut directement donc se donner aussi une mesure à travers les ratios financiers, que ce soit le return on asset ou le return on equity. Autre mesure, c'est la mesure de la productivité, qui intéresse là aussi très largement les économistes. Mesurée au niveau de l'entreprise, la productivité est un indicateur important de l'efficience ou de l'inefficience de l'entreprise dans l'utilisation de ces facteurs de production. Alors, il y a différents types de productivité. La productivité du travail, c'est la valeur ajoutée par travailleur ou par heure de travail. Moins fréquemment, on peut s'intéresser à la productivité du capital, mais c'est assez exceptionnel. Un peu plus fréquemment, nettement plus fréquemment d'ailleurs, mais ça pose aussi des problèmes de mesure spécifiques. On peut considérer la productivité totale des facteurs, total factor productivity, qui correspond donc au résidu de Solow. Il y a encore d'autres mesures. Si on s'intéresse à l'innovation, on peut essayer de mesurer l'innovation directement par voie d'enquête, notamment une mesure directe est possible à partir des enquêtes menées en Europe dans les États membres d'Europe, et donc on peut se donner une mesure à travers la CIS, qui est le Community Innovation Survey, qui donne effectivement des informations au niveau des entreprises quant à leur comportement d'innovation.
Mais ces informations directes sur l'innovation restent assez exceptionnelles. La plupart des recherches qui ont été développées depuis dans les années 1980, 90, au début du XXIe siècle, très largement, utilisent et utilisent encore des mesures indirectes telles que la recherche et développement, qui n'est pas une mesure directe de la performance, même si on s'attend à ce que quand une entreprise fait de la recherche-développement, cette recherche-développement aboutit à de l'innovation, hein, mais ce n'est pas de l'innovation en tant que telle. On peut aussi utiliser des mesures intermédiaires telles que les brevets, mais ça pose aussi un certain nombre de questions, puisque les brevets, hein, une entreprise, dans certains secteurs, les entreprises ne vont pas breveter euh, euh, toutes les innovations, toutes les inventions qu'elles peuvent produire. Donc, ça pose aussi des questions pour certains secteurs où il n'y a pas de mesure de brevet. On pensait notamment donc, à l'industrie du software, hein, du programme informatique qui très largement n'est pas breveté. Autre mesure, la survie de l'entreprise. La survie de l'entreprise, donc c'est une mesure de la performance. Hein, une entreprise se crée pendant combien de temps, hein, cette entreprise peut être active sur le marché. Ça pose des questions, donc la durée, on va la mesurer par exemple en mois de survie sur le marché. Ça pose des questions, notamment à partir de quel moment doit-on mesurer l'entrée sur le marché. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, ça peut correspondre à effectivement sa constitution sous forme juridique, mais pensez à une entreprise existante qui rentre sur un nouveau marché. Voilà, on a déjà là des unités d'observation qui par nature semblent assez différentes. Ça pose aussi des questions quant à la sortie. Est-ce qu'une entreprise cesse son activité et donc, pour quelles raisons cesse-t-elle? Est-ce que c'est un problème lié à un problème de trésorerie ou bien simplement l'entreprise est une entreprise à succès qui a été repérée et rachetée par une autre entreprise? S'agit-il d'une sortie dans les statistiques administratives, mais en fait l'activité perdure parce que cette activité a été fusionnée, donc il y a eu une fusion d'entreprises, donc ça pose un certain nombre de questions aussi d'ordre méthodologique. Enfin, donc la mesure de la performance, hein, j'ai cité quelques mesures classiques pour les entreprises, pardon, pour la recherche qui s'intéresse donc à la performance de l'entreprise, mais on peut se poser la question aussi de la mesure de la performance. Quelles seraient de bonnes mesures de la performance pour l'entreprise sociale, pour l'entreprise coopérative d'intérêt général, hein, si on fait une distinction entre la coopérative d'intérêt général et la coopérative plus classique d'intérêt mutuel. Alors, avant d'aborder le type de données, je vois qu'un certain nombre de questions éventuelles sont peut-être posées, donc je vais regarder cela. Alors, pouvons-nous, c'est Michel Brousseau pose la question, pouvons-nous intégrer les niveaux de liquidité de l'entreprise dans les mesures de performance? Eh bien, ça dépendra du questionnement que vous avez à l'esprit. Hein, mais donc, effectivement, par exemple, est-ce que la liquidité n'est pas une mesure importante pour la résilience de l'entreprise? Avoir des liquidités, ça permet effectivement donc d'absorber des chocs tels que les chocs que l'on connaît à travers la crise du coronavirus. Donc, effectivement, donc, le niveau de liquidité, cela dit, le niveau de liquidité ici apparaîtrait plutôt comme un moyen, me semble-t-il. Alors, je reprends la question de Iba qui est un peu plus longue. Oui, c'est une question qui est déjà très très spécifique, hein, donc liée à l'open innovation. Effectivement, donc on peut s'intéresser à l'innovation ouverte et la performance de l'entreprise et comment l'open innovation peut affecter la performance de l'entreprise pour l'une ou l'autre variable que l'on a pu décrire déjà.
Le questionnaire, on le verra, est un moyen important de collecte d'informations, et notamment pour l'Open Innovation. Il est assez rare d'obtenir une information sur l'Open Innovation dans les données qui sont purement administratives, mais ce sont des points qu'on va pouvoir développer plus tard. Alors, tu as une autre question, Marcus, qui te demande si tu traites uniquement la performance comme variable dépendante. Oui, je vois, c'est ça. Donc, Marie Marchand, j'allais y répondre, Franck. Je l'ai à l'instant sous les yeux. Donc, oui, essentiellement, donc, le webinaire ici est consacré à la performance comme variable dépendante. Oui, effectivement. Donc, c'est la variable que l'on souhaite expliquer. Maintenant, on peut avoir des performances intermédiaires. Et donc, ces performances intermédiaires peuvent être effectivement alors des variables explicatives de la variable dépendante. Typiquement, si la R&D est une mesure intermédiaire, si on veut expliquer l'innovation, si on a les deux mesures, bien, on peut essayer d'expliquer l'innovation à partir de la R&D. Question de Sophie, qu'en est-il de la performance environnementale, par exemple? Eh bien oui, donc quand j'ouvrais aussi la question de la performance sur la question sociale, on peut très largement aussi ouvrir sur la performance environnementale avec toute la difficulté aussi de mesure. Et là aussi, une source d'information peut être le questionnaire. Mais le questionnaire, on y reviendra dans un instant, parmi les types de données que l'on peut collecter, notamment donc, les données collectées par questionnaire et les difficultés aussi que pose ce type d'information. Alors, est-ce que les innovations managériales peuvent être une des mesures de performance? Absolument. Alors, qu'en est-il de la performance des entreprises créées suite à un accompagnement? Alors, on est, si vous voulez, dans la difficulté de l'exploitation des données quand on pose cette question. C'est une question donc, dont je ne vais pas traiter dans le webinaire, mais qui est vraiment extrêmement importante. C'est toute la question, en fait, du traitement, l'accompagnement étant, si vous voulez, assimilé à un traitement, et de comparer la performance des entreprises qui sont traitées, donc qui sont accompagnées, et la performance des entreprises qui ne sont pas accompagnées. Est-ce qu'il y a vraiment un effet de l'accompagnement sur la performance, ou bien s'agit-il d'un biais de sélection? Et donc, il y a toute une littérature traitant de l'analyse des données en vue de répondre à ce type de questions qui est développée, mais nous n'allons pas l'aborder. Alors, Xavier, quid de la dimension internationale? Peut-on considérer que le développement international de l'entreprise comme une mesure de sa performance? Oui, absolument. Donc, on peut effectivement s'interroger sur l'internationalisation et voir amener une explication de cette internationalisation. Voilà pour les quelques questions. Je reprendrai les questions plus tard, mais ce que nous allons faire, c'est poursuivre maintenant avec donc les types de données disponibles. Il y a, précisons d'abord, une variété énorme dans les bases de données. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est juste un bref état des lieux du type de données dont on peut disposer, et en précisant rapidement parfois quelles sont les opportunités en termes de recherche que ces données permettent ou pas. Donc, tout d'abord, quand on parle de données autodéclarées, self-report data, donc, quand on parle de ces données, il s'agit essentiellement donc, de toutes les données que l'on peut collecter par voie d'entretien. Ici, je n'envisage pas l'entretien qualitatif, même si on multiplie les approches qualitatives, on peut effectivement donner un traitement quantitatif aussi à ce type d'informations. Mais ce sont les données collectées par entretien, par questionnaire. Ce sont des sources importantes, l'entretien et le questionnaire, sources importantes d'informations. Il y a des exemples emblématiques, donc, notamment le Global Entrepreneurship Monitor, n'est jamais finalement, quand on parle du TEA, ce n'est jamais finalement que
un agrégat. On a interrogé les personnes par questionnaire sur leur intention d'entreprendre, sur le fait qu'elles ont créé depuis moins de 42 mois. Un autre exemple emblématique, c'est une étude de panel développée aux États-Unis, et notamment par Paul Reynolds, avec un gros avantage. C'est bien une étude de panel, et donc là où le Global Entrepreneurship Monitor interroge chaque année pour les pays qui participent à cette étude et les régions qui participent à cette étude, interroge des échantillons qui ne sont pas appariés, donc des échantillons indépendants l'un de l'autre. Dans le cas du panel, eh bien, ce sont des personnes que l'on suit à travers leur trajectoire, et ça offre beaucoup d'avantages. On va préciser un peu plus tard aussi quels sont les avantages, ou plutôt les désavantages d'une coupe transversale plutôt qu'une étude de panel. Donc ces données d'auto-évaluation, collectées par voie d'entretien ou de questionnaire, restent une source majeure d'informations, et elles offrent des possibilités énormes, notamment donc si vous avez des informations d'ordre administratif, il y a peu de chances que ces données administratives soient en mesure d'être exploitées pour répondre à des questions du type renvoyant au profil psychologique du chef d'entreprise, par exemple. Donc, c'est à travers des entretiens, des questionnaires que vous pouvez collecter ce type d'informations. Il y a peu de chances aussi, par exemple, que vous puissiez, à partir de données purement administratives, expliquer la performance en termes, par exemple, de création d'emplois, sur base uniquement de ces données administratives, alors que votre cadre d'analyse intègre la stratégie de l'entreprise, parce qu'il y a peu de chances que dans la base de données administrative, vous ayez une information sur la stratégie poursuivie par l'entreprise. Et donc, ces données collectées par entretien et questionnaire sont souvent des données de type coupe transversale. Et donc, ces problématiques, tout d'abord, rappelons-le, parce que si on s'intéresse à la performance, la dimension temporelle est extrêmement importante, et une coupe transversale, ce n'est jamais qu'un instantané. Vous pouvez évidemment poser des questions qui vont de telle manière à pouvoir se donner une idée de l'évolution de l'activité de l'entreprise, mais ça pose vraiment alors aussi la question du biais de reconstruction, le biais lié à la mémoire. Vous demandez à une personne interrogée, tiens, mais par rapport à il y a un an, comment a évolué votre entreprise? Eh bien, vous allez collecter une information sur une évolution, mais collecter à un certain moment donné du temps, et c'est problématique au niveau de la qualité de l'information que vous allez pouvoir collecter. Cela dit, vous pouvez essayer de combiner des données transversales, par exemple des données dont vous n'auriez pas accès autrement que par des entretiens ou des questionnaires, par exemple le profil psychologique du chef d'entreprise, vous avez des données transversales. Vous pouvez essayer de combiner ces données avec des données qui, elles, sont disponibles pour des périodes de temps. Et typiquement, donc, ça requiert alors d'avoir une clé qui vous permet de faire l'association de la donnée transversale avec une autre série de données, et notamment une des clés que vous pourriez utiliser, c'est le numéro d'identification de l'entreprise, pour autant que vous ayez pu obtenir cette information lorsque vous allez collecter vos informations en coupe transversale. Il y a aussi autre type de données, les données officielles, les statistiques officielles. Beaucoup d'informations sont collectées par les pouvoirs publics. Généralement, on va dire qu'il y a 3 catégories: les enquêtes officielles, les données obtenues par déclaration obligatoire, nous allons être plus clair dans un instant, ainsi que les données administratives. Parmi les enquêtes officielles, eh bien, d'abord souligner que souvent les enquêtes officielles sont menées par les offices de statistiques, Statistique Canada ou l'INSEE en France,
ou des statistiques collectées au niveau des offices statistiques régionaux, hein, sur l'UEPS, par exemple, en région wallonne. Eh bien, ces offices vont générer une information avec beaucoup d'attention pour la conception même de l'enquête, l'échantillonnage et la collecte de données, ce qui, donc, en général, fait que ces statistiques officielles collectées à travers des enquêtes sont souvent des données de bonne qualité. On peut citer l'exemple de Community Innovation Survey, hein, appliqué par les États membres et centralisé au niveau européen, ou bien la base de données CINE, le système d'information sur les nouvelles entreprises, donc une enquête menée par l'INSEE, avec aussi, dans le cas de CINE, une obligation de réponse, ce qui fait que le taux de réponse à cette enquête est vraiment très élevé. Donc, ce sont des enquêtes qui sont généralement assez largement acceptées comme des sources valables pour de la recherche sur la performance et plus généralement pour la recherche. Elles sont accessibles au public, hein, en tout cas avec plus ou moins de facilité, ça dépend très fortement de la nature même de la donnée et aussi de la culture statistique du pays. Hein. Certains pays offrent assez largement l'accès à ces données, notamment lorsqu'il s'agit de recherche universitaire. OK, alors. Oui, donc c'est aussi, même si ce sont des informations de qualité, hein, il faut toujours se poser la question peut-être de base, est-ce qu'en allant voir les différentes variables contenues dans ces bases de données, collectées sur base d'enquête, est-ce que je vais retrouver les variables qui m'intéressent étant donné la question de recherche que je me pose, hein, donc notamment la CIS est très intéressante parce qu'elle donne des informations sur l'activité d'innovation directement des entreprises, mais ce sera très difficile de connecter cela à travers les données de CIS avec une étude détaillée quant aux enjeux liés à la propriété intellectuelle, par exemple. Il y a donc parmi les statistiques officielles deux autres types, les statistiques obtenues par déclaration obligatoire, typiquement les comptes annuels, et ces comptes annuels peuvent être publics. Nous allons y revenir dans un instant. Ça va encore dépendre du pays qui collecte l'information. Mais en Belgique, par exemple, l'entreprise qui ne publie pas ses comptes annuels peut faire l'objet d'une amende. Il y a donc troisième type, les données administratives. Et là, en économie notamment, en s'intéressant aux régions entrepreneuriales, on est très largement exploité les données issues de la TVA, parce qu'en fait, vous avez notamment le chiffre d'affaires à travers la TVA. Vous pouvez mesurer le chiffre d'affaires, mais vous pouvez aussi avoir une information sur les enregistrements à la TVA et les cessations et les radiations à la TVA, donc les cessations d'activité. Et donc, pour mesurer les entrées et les sorties, les créations d'activité, les cessations d'activité, la TVA peut être utilisée. Ces données administratives peuvent être intéressantes parce qu'elles auront un avantage. Le risque d'erreur est relativement faible. Pourquoi? Parce que comme il s'agit de données administratives, il peut se faire que le répondant qui répondrait de manière erronée, consciemment erronée, puisse être pénalisé pour cela. Alors, effectivement, quand on s'intéresse à ces données administratives, on est contraint par ce qui est collecté par l'administration. Et donc, voilà, tout n'est pas disponible à travers ces données administratives, d'où on revient parfois à cette idée de combiner des bases de données. C'est aussi quelque chose sur lequel on va revenir dans un instant. Autre type de données, les données commerciales. Alors, on peut donner quelques exemples. Ce sont des bases de données qui souvent sont issues de données officielles. Le bureau Van Dijk, qui est assez connu, bureau belge qui a été racheté récemment par une multinationale de l'information, eh bien, le bureau Van Dijk vend des données. Le bureau Van Dijk est notamment connu pour ses bases de données d'information sur les entreprises. Amadeus, par exemple, Orbis. Autre type de base de données commerciale, parfois vous pouvez rentrer en contact avec des institutions. Ça peut être une banque.
Et donc, ici, je cite le cas d'une étude menée par David Storey et Frank Kish, hein, ces auteurs ont pu avoir une information collectée par la Barclays Bank. Et cette information est extrêmement riche puisqu'on suivait en fait la trésorerie des entreprises qui étaient clients de Barclays et ça permettait de très très finement apprécier la situation de cessation d'activité pour raison de faillite ou pas. D'autres types de données, vous avez les données qui sont collectées à travers le web, hein, ou bien donc vous avez des personnes qui sont très aguerris dans l'utilisation des softwares et qui vous permettent qui font des programmations pour aller chercher, extraire du web une série de données intéressantes et de pouvoir structurer ces données dans une base de données. Et donc, ça ouvre ici aussi, ça ouvre des pistes de recherche, des opportunités de recherche assez intéressantes. Ces données commerciales peuvent être aussi intéressantes parce que dans certains cas, c'est le cas du Bureau Van Dijk, vous avez un service à la clientèle. Ces données, par contre, ont assez régulièrement une limite, c'est en termes de données manquantes. Vous avez des bases de données qui parfois coûtent cher, et puis quand vous ouvrez ces bases de données, c'est pour vous rendre compte qu'il y a des données qui sont manquantes. Alors, dernier type de données disponibles, c'est en fait, ici, on ouvre une enveloppe, on va retrouver donc la combinaison de données, des données qui sont des combinaisons de données au niveau de l'employeur et des données au niveau de l'employé, employer-employee data, c'est quelque chose qu'on utilise aussi de plus en plus. Nos chercheurs, nos amis chercheurs de Suède ont largement exploité ce type de base de données, associant données d'employeurs et d'employés. C'est aussi se poser la question de bases de données qui donnent une information à plusieurs niveaux, le multi-level database, donc plusieurs niveaux, au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, au niveau de la région, plusieurs niveaux imbriqués. Et puis, c'est aussi se poser la question de big data. Alors, je ne vais pas développer très longuement tout ceci, mais donc, vous pouvez effectivement avoir beaucoup d'avantages à essayer de combiner différents ensembles de données. Bien sûr, je l'ai déjà dit, ça demande de pouvoir disposer de variables clés qui vous permettent de faire les liens, de relier les bases de données. Parfois, le chercheur n'aura pas d'autre choix que d'essayer de combiner des bases de données. Il n'y aura pas de base de données à disposition qui recueille toutes les dimensions, toutes les variables dont il a besoin pour répondre à la question qu'il se pose. Alors, je cite deux exemples, notamment donc, un exemple de base de données employer-employee et ce que permet ou ce que peut permettre ce type de base de données. C'est un exemple que j'aime assez. Ce sont des chercheurs donc, qui se sont interrogés sur la performance des entreprises en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Kirker et Sanderson. Eh bien, ces chercheurs avaient une base de données donnant une information sur l'entreprise, mais une base de données aussi est connectée, donnant de l'information sur les personnes employées par ces entreprises, y compris les mouvements, donc les personnes entrant dans l'entreprise et les personnes sortant de l'entreprise, et une base de données vraiment très riche, puisque au niveau des personnes, on avait aussi une information sur leurs origines, c'est-à-dire donc sur l'expérience acquise chez des employeurs antérieurs. Eh bien, ces chercheurs ont été donc en mesure de lier la performance de l'entreprise à une variable explicative très originale, c'est-à-dire dans quelle mesure une entreprise peut profiter à travers sa politique de recrutement de l'expérience de l'employé en expérience acquise chez un autre employeur. En autre exemple, et cela c'est plutôt pour illustrer donc, les avantages ou peut-être le type de questions qu'une analyse multiniveau peut résoudre. Si vous vous intéressez aux performances des entreprises dans un pays donné et que ce pays est très riche en termes de culture locale, eh bien, vous pouvez penser que la performance des entreprises présentes dans la région, dans une localité donnée, eh bien, cette performance est influencée par la culture locale. Et donc, si le chercheur ne s'intéresse pas à la partie, à la composante culturelle locale
de la performance, donc dans quelle mesure la culture locale peut expliquer en partie la performance, et si le chercheur néglige cette dimension, eh bien, il risque fort donc de négliger, par la même occasion, s'il traite ces données par voie de régression économétrique, de négliger l'hypothèse d'indépendance des résidus, hein, ce qui, en soi, est problématique. Alors, j'en viens à Big Data. Donc, c'est un peu un terme du moment, enfin, quoique depuis longtemps maintenant, on peut le dire, depuis au moins 5-6 ans. Donc, Big Data ouvre des perspectives importantes. Donc, Big Data, en collectant un grand nombre d'informations traitables, puisqu'on est en mesure aussi de traiter, étant donné donc, les efforts, les progrès en termes de calcul que l'on a connus, on est capable de traiter ces informations. Eh bien, ces informations donc permettent d'ouvrir très largement ce qui apparaît parfois comme des boîtes noires. Big Data donc, ouvre de grandes opportunités. Maintenant, ce qui apparaît comme vraiment de grandes voies de recherche, hein, ne permet pas d'échapper aux questions d'ordre éthique et légal. Donc, vous avez un papier, notamment un papier introductif d'un numéro spécial de Entrepreneurship and Theory in Practice, un papier de Schwab et Zhang, qui soulève la question éthique quant à Big Data. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des données intéressantes, mais est-ce que vous pouvez exploiter ces données sans autre forme, sans avoir d'abord posé la question éthique et légale? Et là, je souligne qu'effectivement, donc, l'RPME, à travers donc, les contributions de certains de ses membres, eh bien, est très sensible à ces questions. Alors, après les types de données disponibles, hein, et avant d'aborder les problèmes potentiels en lien avec les données, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, une question de Yacine. L'impact de l'open innovation sur la croissance des startups. J'ai toujours des discussions avec mon directeur de thèse sur les indicateurs de croissance à adopter. Je crois qu'effectivement, donc, on a mentionné, je viens de le mentionner, il y a différentes mesures de la performance, donc on peut s'interroger sur la croissance de différentes mesures. C'est essentiellement la problématisation que vous allez développer qui peut déterminer le choix des indicateurs de croissance, à moins que vous ne soyez dans une recherche empiriste, hein, où effectivement ce sont les données qui doivent parler, mais donc ça pose aussi des questions quant à la démarche scientifique d'aborder les choses ainsi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela sans avoir plus de détails. Alors, IBA, d'accord, oui, donc je crois avoir déjà répondu à cette question d'IBA il y a un instant. Alors, de Michel. Michel, comment interpréter les bases de données actuelles en fonction des nouvelles réalités de la COVID-19? C'est une vaste question. Il faudrait d'abord peut-être préciser. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement donc, quelle est la fiabilité des données? Je crois que ça dépend effectivement de ce que les données cherchent à mesurer. Dans certains cas, les données seront relativement de peu de qualité. Encore une fois, ça dépend vraiment de la question que l'on se pose. Si c'est directement en lien avec le Covid-19, probablement ça demande une collecte d'informations spécifiques, donc d'interroger. Donc on serait sur une étude de questionnaire, avec toute la difficulté donc, de la coupe transversale et de la stabilité, ne serait-ce que cela, de la stabilité d'une opinion, par exemple, émise à travers les réponses à un questionnaire. C'est vraiment très difficile de répondre à la question telle qu'elle est formulée. Bien alors, boire un peu d'eau d'abord. Du coup, je me permets de poser une question additionnelle, Marcus, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu penses des études qui utilisent des bases de données constituées d'éléments trouvés sur LinkedIn, par exemple,
ou alors des études qui collectent des données via Facebook, ce qu'on voit de plus en plus. Oui, donc la première réflexion qui vient, ça peut être très, très intéressant. Hein, ça peut être très intéressant. Une deuxième réflexion qui vient assez rapidement aussi, c'est qu'on a du mal à renvoyer alors les résultats de l'étude à une population, puisqu'on va avoir un échantillon à travers des données collectées sur LinkedIn ou Facebook, bien sûr, mais quelle est la transposabilité du résultat que l'on va avoir à la population et quelle est la population, hein, est-ce qu'on s'intéresse à la population des gens qui sont sur Facebook ou bien est-ce qu'on vise autre chose, hein? Donc, si on s'arrête là, ça peut être intéressant. Effectivement, on peut, à travers des données collectées sur LinkedIn et Facebook, se faire une idée des comportements des personnes qui sont sur LinkedIn ou Facebook. Mais si l'ambition, c'est d'aller plus loin et de transposer cela, les résultats que l'on peut obtenir aux gens qui ne sont pas sur Facebook ou sur LinkedIn, là, effectivement, ça pose des questions importantes. Je réponds à ta question, Franck? Absolument, merci beaucoup. Merci. Bien, donc, les problèmes potentiels en lien avec les données, bah, vous allez voir, elles sont nombreuses, mais il y a des solutions. Et donc, notamment les statisticiens, les économètres ont réfléchi à certains de ces problèmes et offrent des solutions. Je ne vais pas aller dans le détail des solutions. Ici, vous allez trouver les références, certaines références utiles. Donc, c'est de poser la question des problèmes. Et donc, premier problème, c'est l'erreur de mesure. Une multitude de problèmes peuvent conduire à une mesure incorrecte. Et donc, il peut s'agir d'écart entre la mesure qui a été utilisée et les faits. Donc, quand on se donne une mesure, on essaye d'avoir une mesure qui, effectivement, traduit le plus fidèlement le fait, que ce soit fait une donnée, à un moment donné, ou une dynamique, une évolution dans le temps. Et ça peut être aussi, donc, au-delà de cet écart, ça peut être des problèmes de sélection. Il y a de nombreux problèmes de sélection ou des problèmes de biais. Et donc, il existe une très grande littérature sur ces erreurs de mesure. Je ne vais donner que quelques exemples saillants. Donc, c'est toute la question de ce lien qu'il peut y avoir entre mesure et fait. Donc, encore une fois, on essaie d'avoir la mesure la plus fidèle du fait. Et donc, dans certains cas, ou du fait, ou une mesure du concept, pensez par exemple à un concept développé en psychologie, qui sont les motivations implicites versus les motivations explicites. D'accord, on peut décrire une motivation implicite d'un point de vue théorique en psychologie, mais comment se donne-t-on la mesure de cette motivation implicite? Donc, c'est vraiment toute une difficulté et parfois les mesures peuvent s'écarter très fortement de l'objet à mesurer. Donc, il y a toute une littérature consacrée à cela et donc des défis importants sont posés. Je cite Chandler et Lyon et Crook et ses collègues comme des références que vous pouvez donc consulter. Si on aborde le problème des biais, le problème de sélection et de biais potentiels, le problème de sélection, le plus évident, c'est le biais de non-réponse. Vous menez une enquête, tout le monde ne répond pas à cette enquête. Est-ce que finalement, les réponses que vous obtenez vont pouvoir, à partir des données collectées, à partir uniquement des répondants, est-ce que vous allez pouvoir tirer un enseignement transposable aux non-répondants? Ou bien est-ce que les personnes qui n'ont pas répondu sont effectivement des personnes qui ont des caractéristiques très différentes des personnes qui ont répondu? Dans ce cas-là, il sera difficile de transposer le résultat. Maintenant, on peut essayer notamment de se donner une idée des personnes qui n'ont pas répondu. Parfois, on a une information a priori de l'enquête qui permet de montrer que finalement, pour les caractéristiques que l'on connaissait déjà, il n'y a pas de différence, trop de différence entre les répondants et les non-répondants. Parfois aussi, on utilise une analyse détaillée des personnes qui ont répondu immédiatement et des personnes qui ont répondu après un rappel, voire deux rappels. En
en ayant l'idée que les personnes qui ne répondent pas se rapprochent des personnes qui répondent après un rappel. Et en comparant les différents échantillons que l'on obtient, on peut se faire une idée sur le biais de nos réponses. Ça peut être un biais qui incombe aux répondants, hein, et c'est un biais qui est interpellant pour la recherche en entrepreneuriat. On sait que c'est une question en soi en recherche en entrepreneuriat, c'est la question liant le suroptimisme, le overoptimisme, hein, comme on dit en anglais, ou l'excès de confiance en soi et la performance entrepreneuriale. Eh bien, l'excès de confiance en soi ou le suroptimisme, hein, est un biais qui incombe aux répondants, qui peut aussi entacher les autres mesures que vous collectez par voie d'enquête dans ce cas. Autre problème des données manquantes. C'est un problème fréquent, en particulier dans les recherches sur la performance des entreprises. Tout à l'heure, je notais la base de données Bureau van Dijk, donc, qui rassemble une information financière, économique sur les entreprises. Eh bien, dans certains cas, il y a des données qui sont manquantes. Alors, est-ce que c'est important? Évidemment, donc, il y a quelques questions à se poser. Première question, sans doute, c'est de savoir si les données manquantes sont manquantes au hasard. Ou bien est-ce qu'il y a est-ce que c'est systématique? Par exemple, un certain type d'entreprise systématiquement n'apparaît pas dans la base de données. Si c'est systématique, ça pose un problème. Si c'est purement au hasard, eh bien, ça pose moins de problèmes. Et donc, si ce n'est pas aléatoire, eh bien, il faut essayer de développer, et heureusement, un certain nombre de techniques statistiques existent pour résoudre les problèmes liés donc, à ces données manquantes. On peut aussi traiter ou discuter maintenant d'un autre type de données manquantes, c'est ce qu'on appelle les données censurées et les données tronquées. Il y a une nuance entre les deux. Et c'est notamment un problème qui apparaît lorsque on est intéressé à l'analyse de la survie des entreprises. Le problème des données censurées, eh bien, vous avez, en fait, vous intéressez à la survie de l'entreprise, vous avez un échantillon d'entreprise, vous l'observez, par exemple, à partir du 1er janvier et pour les 6 mois qui suivent, et sur la période de 6 mois, vous vous posez la question, tiens, il y a des entreprises qui disparaissent, et donc est-ce que je suis en mesure d'expliquer pourquoi certaines entreprises disparaissent et d'autres ne disparaissent pas? Mais à la fin de la période que vous allez, la période d'observation, vous avez des entreprises qui sont toujours vivantes, mais vous savez que ces entreprises, même si elles sont vivantes en fin de période, elles mourront un jour. Et donc, c'est toute la question de trouver alors une estimation qui tienne compte du fait que pour une série d'entreprises, vous n'avez pas la date de mort de l'entreprise puisque vous avez cessé de les observer. Problème des données tronquées, donc le problème de la troncature, eh bien, vous avez des entreprises qui font partie d'une cohorte. Ces entreprises sont décédées avant même le début de l'observation des entreprises auxquelles vous êtes intéressé. Et donc, les entreprises sont déjà décédées, donc vous ne pouvez pas observer, vous ne savez pas si effectivement elles survivent au-delà des 6 mois ou bien si elles vont mourir en déant les 6 mois d'observation. Donc, ces problèmes de troncature, de censure posent des questions d'ordre statistique et il y a des techniques qui permettent effectivement de résoudre aussi ces problèmes. Et là encore, je cite une référence intéressante. Problème potentiel encore, et c'est un problème extrêmement important quand on envisage les données collectées par voie d'enquête, ou de questionnaire, c'est le biais de la variance de méthode commune. C'est donc une variance dans les données, une variance qui ne s'explique pas par le phénomène étudié, mais qui s'explique par la méthode même de la mesure. Et donc, vous voyez que c'est un problème. Parce que si vous essayez de mettre en rapport la performance de l'entreprise, par exemple, et un facteur explicatif, c'est parce que vous vous intéressez donc à la variance de la variable explicative et son pouvoir explicatif de la variance de la variable dépendante, donc la variable que vous souhaitez expliquer. Eh bien, si ces variances ne renvoient pas au phénomène étudié, mais à la méthode de mesure, donc la méthode qui a été utilisée pour collecter l'information, eh bien, ce n'est plus de la variance
liée au phénomène, mais une variance liée à la méthode. Ça pose un problème. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, hein, la variance de la méthode commune, le biais de la variance de la méthode commune. C'est assez fréquent, donc je l'indiquais, dans les données d'enquête, hein, les données transversales autodéclarées. Heureusement, il existe des solutions. Hein, effectivement, donc Podsakov lui-même, hein, indique un certain nombre de solutions. Si vous menez une enquête transversale, par exemple, c'est d'essayer donc d'éloigner les questions qui sont sensibles et qui pourraient amener la personne interrogée à confirmer simplement sa déclaration précédente. Hein, si par exemple une personne déclare que son entreprise a de très bonnes performances et qu'immédiatement après on lui pose des questions sur l'excellence ou l'efficience de l'utilisation des moyens, elle risque simplement de confirmer elle-même finalement le résultat attendu, et ce biais-là vient entacher la relation qu'on peut estimer valablement. Donc cela dit, hein, je pense aussi qu'une bonne conception des instruments et du design de recherche, hein, on a dit un mot, le design de recherche, sont des atouts majeurs qui doivent être privilégiés avant même d'essayer de solutionner les problèmes posés par le biais de la variance de méthode commune par des voies statistiques. Je crois qu'un bon design de recherche, une bonne conception des instruments et une manière de collecter l'information sont des atouts majeurs pour éviter le problème. Autre problème potentiel, les données incorrectes et erreurs du répondant. Là, donc, je cite Fraser, c'est une étude assez intéressante. En fait, Fraser, voilà, justement, quand j'évoquais tout à l'heure l'idée que quand vous interrogez quelqu'un, vous pouvez essayer d'avoir une information qui est en fait une reconstruction de ce qui s'est passé. Hein, vous interrogez la personne maintenant, mais vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, par exemple. Eh bien, vous aurez une information, mais il peut avoir un biais de rappel. Et Fraser montre en fait que si on compare cette reconstruction avec des données administratives, hein, qui ont enregistré les performances de l'entreprise au moment où elles se produisaient, eh bien, il peut y avoir une différence. Même si ces différences sont relativement faibles, dans certains cas, cette différence peut s'accroître. Et l'étude montre, on traite ici de la performance, qu'effectivement, des entreprises qui ont subi des changements, de la croissance, de la contraction des activités, ou de la délocalisation sont plus susceptibles hein, de faire preuve de ce biais de rappel. Ça peut être aussi lié à l'erreur du répondant, encore une fois, donc aux simples erreurs de saisie de données, hein, ou des instructions, de simples erreurs de saisie de données ou des instructions mal lues peuvent s'avérer problématiques. Alors, si vous prenez ce petit exemple ici, un répondant à une enquête est invité à fournir le chiffre d'affaires annuel de son entreprise, en milliers. Il est distrait, et il a déjà oublié que c'est en milliers qu'il doit exprimer le chiffre d'affaires. Il écrit dans le questionnaire en ligne préparé à l'attention, hein, 100 000 $ canadiens. Oui, mais c'est en milliers qu'il fallait exprimer les choses. Donc la réponse correcte, ce qu'attend le concepteur de l'enquête, c'est la réponse 100 et non pas la réponse 100 000. Mais une fois que vous avez enregistré cela dans votre base de données, comment allez-vous rechercher cette information et vous assurer qu'il s'agit bien d'une erreur, hein, le répondant a été distrait et n'a pas compris qu'il devait donner la réponse en milliers. Alors, ça peut effectivement, donc, par des processus repérant les variables, les outliers, hein, vous pouvez, avec des procédures de nettoyage de données, essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, mais en soi, c'est aussi problématique. Enfin, il peut y avoir des erreurs du chercheur, hein, dans l'utilisation de l'économétrie, notamment. Toutes les techniques économétriques ne sont pas développées pour être appliquées à tous les types de données. Certains types de données appellent certaines techniques économétriques. Et donc, il peut y avoir des erreurs d'appréciation, de mauvais choix de méthode. Il peut aussi avoir une responsabilité éthique. Il peut parfois s'agir non pas d'une erreur, mais d'une faute du chercheur, hein, essayant finalement d'avoir des résultats qui sont plus intéressants que ce qu'ils ne sont effectivement, donc en trichant sur ces données. Enfin, si vous voulez bien, je vais donner mes conclusions avant de revenir pour d'éventuelles questions, vu l'heure. Hein, et les conclusions, ça va être quelques enjeux supplémentaires. Depuis pratiquement
une dizaine d'années, une quinzaine d'années, essentiellement aussi par la mise à disposition de données, on peut constater que la recherche empirique de nature quantitative s'est fort largement développée. Non seulement les questions, à travers l'exploitation des bases de données, mais aussi les méthodes que l'on peut utiliser. Et cela essentiellement aussi en termes, parce qu'il y a eu des progrès en termes de puissance de calcul, en termes de techniques économétriques, en termes de capacité d'analyse. Je pense qu'un chercheur aujourd'hui qui souhaite aborder un phénomène en utilisant des méthodes quantitatives doit se familiariser avec ces techniques les plus avancées. Ces techniques ouvrent des opportunités importantes. C'est aussi rappeler donc l'importance du design de la recherche. Et donc, dans le design de la recherche, j'inclus cette idée que les mesures doivent correspondre très étroitement aux théories et aux concepts explorés. Et néanmoins, c'est d'ailleurs souvent dans les meilleures revues une raison de rejet d'un papier, eh bien, cette connexion, cette étroitesse entre les théories, les concepts et les mesures est problématique, ce qui amène au rejet du papier. Enfin, donc, je l'ai dit au départ, on se concentrait sur les données. Eh bien, il y a un certain nombre de données qui ont un fort potentiel. Ce sont les données d'origine quasi expérimentale ou expérimentale. Cela notamment à des fins de recherche de causalité. On peut y ajouter dans cette recherche de causalité de nouvelles techniques, notamment la régression sur discontinuité. Je pense là aussi que les chercheurs en entrepreneuriat devraient s'intéresser beaucoup plus à ce type de données, à ce type d'approche, et donc devraient penser design de recherche en ces termes, bien entendu, pour autant qu'il y ait des possibilités de ce point de vue, ce qui n'est pas toujours le cas. En conclusion, je pense que l'alignement minutieux des mesures, des sources de données et des approches empiriques est nécessaire pour générer des résultats qui soient convaincants et ainsi permettre le développement de la recherche en entrepreneuriat et en particulier quant à la performance des entreprises. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais revenir sur les questions et puis je cesserai le PowerPoint et je cesserai de partager l'écran pour… voilà, donc, alors, un spectateur anonyme. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut mesurer la performance financière à travers un questionnaire, par exemple, poser la question sur l'évolution du CA sans faire recours au calcul des indicateurs de mesure? Poser la question des questions financières dans un questionnaire, de manière récurrente dans la littérature, on trouve ça assez problématique. Maintenant, parfois, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres données que des données collectées par questionnaire. Et donc, d'abord, une réponse, ce serait oui, un questionnaire, mais essayer de privilégier autant que possible un panel. Si c'est l'évolution du chiffre d'affaires qui vous intéresse, essayez de collecter une mesure du chiffre d'affaires à un certain moment donné du temps, de réinterroger la personne à un autre moment, de telle manière à avoir l'évolution en comparant les deux mesures et non pas une évolution qui est reconstruite par le fait d'avoir interrogé cette personne à un seul moment en coupe transversale. Alors, de Sophie, selon vous, à quel point le développement des méthodes quantitatives est-il lié à l'illusion de rigueur contenue dans les chiffres, avoir précisément tort plutôt qu'à peu près raison? Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il y a cela, mais il peut y avoir l'illusion de rigueur. Mais en principe, si vous soumettez un papier quantitatif avec des résultats quantitatifs à une bonne revue, eh bien, cette illusion de rigueur, vous pouvez être sûr qu'elle sera vite levée. Il n'y aura pas d'illusion pour l'arbitre qui devra apprécier votre papier. Alors, moi, j'avais encore une question, Marcus, si oui, tu permets. Oui, bien sûr. Donc, la question s'adresse au rédacteur associé de Small Business Economics que tu es. Est-ce que tu constates des mesures, des méthodes différentes entre économistes et spécialistes en sciences de gestion? Donc, est-ce que tu vois des mesures différentes, des méthodes différentes
entre les revues. Donc, est-ce que, selon que le chercheur s'adresse à telle ou telle revue, il a intérêt à privilégier telle ou telle méthode quantitative? Oui, c'est une excellente question. Effectivement, donc, je pense que certaines revues vont être plus accueillantes pour certaines, certaines mesures que d'autres. S'agissant de Small Business Economics, donc la tradition est plutôt située en économie, donc on aura plutôt donc, l'idée d'avoir des données qui renvoient aux préférences révélées, c'est-à-dire à des comportements, et non pas à des données qui sont simplement donc, des autodéclarations, des déclarations de questionnaires. Maintenant, les économistes, donc Small Business Economics est tout à fait ouvert à des recherches qui associent des données d'ordre de comportement à des mesures plus particulières, et donc y compris des mesures qui relèvent d'enquêtes par questionnaire, pour avoir des mesures quant au profil psychologique, par exemple. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui va être considéré dans Small Business Economics, donc pour autant que ce soit bien fait, de manière rigoureuse. Et je vois néanmoins que dans certains cas, donc au-delà de ça, si on veut publier des papiers qui reposent exclusivement sur un questionnaire et une coupe transversale, euh, quelle que soit la revue d'ailleurs, si c'est une bonne revue, quelle que soit la revue, que ce soit une revue en sciences de gestion ou une revue en économie, il y aura des difficultés à faire passer le papier. Merci. Alors, d'accord, c'est un remerciement. Merci à vous, je suis content que ça vous ait plu. Christina, y a-t-il des mesures, indicateurs de la performance d'une firme qui permettent d'apprécier les retombées à la société ou l'écosystème entrepreneurial dans lequel elle évolue? Alors, c'est une très, très belle question et très, très difficile, cette question à traiter. D'abord parce que, effectivement, donc le webinaire s'intéressait à la performance de l'entreprise. Maintenant, de manière récurrente, vient aussi cette idée qu'une entreprise qui est performante contribue-t-elle à la prospérité de l'endroit où elle se trouve? Et je trouve que, allez, de manière assez récurrente, on trouve ce type de débordement, hein, donc d'une analyse au niveau de la firme vers son environnement. On trouve plus facilement ce type de débordement dans les revues en sciences de gestion. Les économistes diront, ce n'est pas parce qu'une entreprise a de belles performances que forcément elle bénéficie à son environnement. Ou en tout cas, ils diront qu'on aurait tendance à surestimer la contribution d'une entreprise qui a de belles performances en disant que donc elle contribue à son environnement et de manière positive. Pourquoi? C'est toute la question de l'effet net. Vous pouvez avoir une entreprise qui va avoir de très belles performances, mais si cette entreprise a de belles performances, par exemple en termes de part de marché, vous avez le chiffre d'affaires qui croît fortement, si cette entreprise a son chiffre d'affaires qui croît, mais parce qu'elle va chercher les parts de marché des entreprises existantes dans son environnement, eh bien, en termes nets, l'effet, il faut tenir compte aussi du fait que le chiffre d'affaires des autres entreprises a diminué. Et donc, en termes nets, l'effet peut, à la limite, être très, très faible. Et donc, la question, c'est comment faire le lien entre des mesures individuelles et une mesure plus agrégée. Et donc, il y a un certain nombre de techniques économétriques qui permettent de se donner une idée de l'effet sur l'agrégat, mais en fait, pour le dire très, très honnêtement, Simon Parker lui-même aussi l'évoque dans la dernière édition de son ouvrage donc sur l'économie de l'entrepreneurship. En fait, on n'est pas encore en mesure de conclure vraiment. Et donc, c'est une question de mesure, d'indicateurs et d'exploitation des données. C'est extrêmement difficile. Voilà, on n'est pas encore en mesure de conclure quant à cette question.
Alors, de Michel, que pensez-vous des mesures mixtes, qualitatives, quantitatives, pour mieux cerner la performance de l'entreprise? Je crois qu'il n'y a pas d'études quantitatives qui, en elles-mêmes, puissent répondre aux questions que nous nous posons, que, effectivement, les approches qualitatives et quantitatives doivent s'associer, hein. Euh, Même de manière fondamentale, on ne peut pas envisager le quantitatif sans le qualitatif. C'est un exemple que j'utilise très, très régulièrement dans mes cours. J'ai donné cours de statistiques aussi. Mais si on vous demande de compter, c'est bien une démarche quantitative, de compter les chaises dans un auditoire, encore faut-il, de manière qualitative, définir ce qu'est une chaise. Ce n'est pas évident, on peut s'asseoir sur un bureau. De manière fondamentale, le qualitatif et le quantitatif doivent aller de pair. Et donc, c'est dans les démarches, et c'est aussi dans les résultats. Je crois qu'on a du mal à interpréter leurs résultats quantitatifs si on n'a pas une information précise, de nature qualitative aussi, à adjoindre aux résultats quantitatifs, ne serait-ce que pour s'assurer que les liens que l'on fait, sont bien corrects. Merci Michel merci à Christina également. Alors, de Philippe, existe-t-il des enjeux de spécification des variables latentes? Si oui, auriez-vous une ou deux recommandations à ce sujet? Alors, oui, en fait, c'est une question qui est assez largement traitée dans les manuels d'économétrie. Alors, ne choisissez pas n'importe quel manuel d'économétrie. Il y a eu une époque où les manuels d'économétrie étaient forcément rébarbatifs et assez théoriques. Heureusement, pour les économistes appliqués dont je suis, il y a maintenant des manuels d'économétrie qui cherchent vraiment à être beaucoup plus appliqués dans leur approche. Dans le chapitre qui va paraître, donc, écrit avec Georges Sipel, vous verrez, on cite notamment le manuel de Kennedy, mais il y a bien d'autres manuels d'économétrie appliquée qui pourront vous donner une indication quant à la spécification de ces variables latentes. Peut-être une dernière question, Supermé, avant de clôturer ce séminaire. Tu as évoqué les questions de croissance et c'est une confusion qu'on voit depuis des dizaines d'années dans la littérature, entre croissance et performance. Et moi, je maintiens que la croissance est tout sauf une mesure de performance, parce qu'une croissance mal maîtrisée peut aboutir à des faillites, peut aboutir à des sorties du marché. Qu'est-ce que tu en penses de cette confusion qu'on continue à entretenir? Ça va vraiment dépendre très fort du point de vue. Si effectivement, donc si une entreprise peut croître. Les raisons pour lesquelles elle croît peut être simplement l'ambition du CEO et la motivation du CEO, parce qu'il le sait. Il y a un lien entre la taille de l'entreprise et son salaire. Eh bien, l'entreprise peut croître et néanmoins avoir des performances médiocres pour l'actionnaire, par exemple. Donc, ça va dépendre du point de vue. Du point de vue du CEO, il s'agit d'une bonne performance. Du point de vue de l'actionnaire, il s'agit d'une mauvaise performance, d'un mauvais résultat. Et du point de vue du chercheur, ça va dépendre du point de vue qu'il se donne, je pense. Mais très largement, je suis d'accord, on ne peut pas confondre les deux, croissance et performance. Il faut se donner un point de vue et une question, finalement, pour trancher et se donner la bonne mesure en référence à cette question. Merci. Il te reste une question, un commentaire? Alors, je vois oui. Je suis en train de lire ce que j'ai reçu. Mais non, je ne vois plus rien. En fait, alors, c'est pas vraiment une question de Marie. Un appel à commentaires. Étudier la performance comme objet d'étude en soi permettra-t-il d'enrichir de dimensions nouvelles le concept, actuellement plutôt économique, en recherche? Je crois, oui, très certainement. Vous savez, je pense que la recherche est en phase aussi avec les grands questionnements que se pose la société.
la recherche n'est pas forcément en phase avec ces grands questionnements. C'est notamment, je pense à la recherche la plus fondamentale. Mais pour ce qui concerne la recherche appliquée, je pense qu'effectivement, cette recherche doit être à l'écoute des grands questionnements. Et donc, quand on parle de performance, et c'est ce que j'essaie aussi d'ouvrir un peu en citant la performance d'une entreprise sociale, où l'un d'entre vous posait la question de la performance environnementale, je pense qu'effectivement, ce type de questionnement et la recherche que l'on peut développer avec ce questionnement à l'esprit peut enrichir le concept, certainement. Super, merci beaucoup Marcus. Merci à vous. Merci pour ce webinaire très, très, très engageant, très intéressant, très profond. Merci pour ton expertise et pour ton partage. Et je vous dis à tous à très bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt.